Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo réaction à l'actualité. J'ai été bombardé de messages à propos de l'incident, si on en croit les réseaux, qui a eu lieu le 27 août entre des F-16 turcs et des F-16 grecs et peut-être même des Rafales français. On m'a demandé d'expliquer un petit peu de quoi parlait la vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux par l'armée de l'air turque et j'ai donc demandé à des personnes de mon réseau, merci Dr Greg et les autres, de m'aider à traduire le contenu de tout ça et de manière à vous apporter une vue apolitique sur ce qui s'est passé. Donc les petites règles d'engagement pour nous, les training rules aujourd'hui sur YouTube, c'est quoi? C'est dans les commentaires s'il vous plaît. Ne faites pas un champ de bataille entre Grèce et Turquie parce que ça va me prendre du temps, mais je nettoierai les messages et quand ça va commencer à prendre trop de temps, je fermerai les commentaires tout simplement, ce qui est dommage. Donc si vous voulez marquer Go Grèce ou Go Turquie, ça me dérange pas, mais sinon, si vous commencez à mettre des messages d'insultes, des méchancetés, des choses comme ça, eh bien YouTube est contre, je suis contre et ça sera coupé. Voilà, donc ça, vous êtes prévenus. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de l'armée de l'air turque, de manière à ce qu'on pose les bases. Vous connaissez, on aime bien prendre un peu de recul, comprendre un peu ce qui se passe. On va parler un petit peu de l'armée de l'air turque. Ensuite, nous allons regarder la vidéo, que je laisserai tourner. Derrière, je vais commenter la vidéo. Et tout ça, c'est bien beau, mais si vous n'avez pas la compréhension tactique de ce qui peut se passer dans une situation comme celle qui se déroule en ce moment en Méditerranée, ça peut vraiment vous aider. Donc cette nuit, vous voyez, j'ai les petits yeux. Je vous ai fait avec des petits stylos et du papier une explication. Là, j'ai les restes. Une explication de ce qu'est une mission de cap versus sweep, qui est sûrement ce qui s'est passé, ou d'une mission d'interception, tout en restant source ouverte. Et là, franchement, si vous y connaissez un petit peu, que la première partie ne vous intéresse pas, allez tout de suite vers ça, parce que ça va vraiment vous apporter une meilleure compréhension de la problématique. Donc voilà, c'est les trois parties qu'on va voir. Je vous ai mis quelques liens en dessous, si vous voulez aller regarder ce que je fais, toutes ces choses-là, n'hésitez pas. Mon bouquin, toujours meilleure vente, merci beaucoup. Et également at.teachable, qui est un site qui vous permet d'avoir des vidéos à la demande pour préparer des sélections de pilotes, pour mieux comprendre l'aéronaval, ou alors pour faire du DCS, des cours de vol simulés avec moi, ou du coaching. Eh bien, vous avez tous les liens en dessous. Allez, je vous en dis pas plus. Jingle. Très bien, donc je dis que j'aime bien prendre du recul. Petite exception aujourd'hui par rapport au cadre géopolitique. Je ne suis pas expert en géopolitique. Moi, je suis expert en tant que pilote de chasse de la marine en volleyball. Voilà, fallait le faire. Comme vous le savez, dans l'armée, on ne fait pas de politique. Et même si je ne suis plus militaire d'actif, je vais rester dans mon domaine de compétences. Donc on va parler un petit peu des forces en présence. Je vais surtout me focaliser sur l'armée de l'air turque. Je dis que j'en parlerai un petit peu. C'est une armée qui a maintenant plus de 110 ans. C'est une armée de l'air ancienne. 60 100 personnels, 10 049 aéronefs officiellement, dont 246 F-16 de différents types. Donc c'est du matériel américain. 120 F4, matériel américain encore avec différentes versions. Et toujours bon de noter, pas mal d'avions d'entraînement avec 70 T-38, mais surtout 50 F5 que vous connaissez sous le nom de MiG-28 dans Top Gun. Donc vous voyez pas mal d'avions de chasse, 246 F-16, 120 F4, ceux qui sont vraiment utiles de nos jours sont les F-16, même si les F4 ça fait quand même du matériel. Pas de F-35, vous avez dû suivre l'actualité, même si certains ont été marqués avec les couleurs et tout, pas de F-35. Par contre, 4 avions radar, si on peut dire des 737 AU comme on dit, et également, très important, 7 KC-135, des tankers, un peu comme les tankers français. Donc ils ont une capacité de détection, une capacité de ravitaillement, et des avions omni-rôle. Le F-16, c'est le best-selling quand même, c'est l'avion un peu du siècle dernier, qui est en compétition contre le Mirage F1. C'est l'avion voilà, qui a un peu mis tout le monde d'accord en termes de petit avion omni-rôle, donc ça marche très bien avec du matériel américain. À noter que les Turcs ont annoncé que le TFX sera un nouveau jet de 5e génération de production nationale, qu'ils ont signé un partenariat avec les Anglais en 2018 et que cet avion est prévu pour faire son premier vol autour de 2025. Donc comme je vous l'ai dit, 60 000 personnes dans cette armée qui fait partie de l'OTAN. Et oui, les Grecs sont dans l'OTAN, les Turcs sont dans l'OTAN, les Français sont dans l'OTAN. L'OTAN à la base qui était censé être une sorte de groupe contre la Russie. Et vous savez que les Turcs ont acheté des systèmes sur air russes, d'où tous les soucis avec l'F-35, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Pour
comparaison, l'armée de l'air française, c'est 41 000 personnes, 687 aéronefs, 220 jets à peu près. Et l'armée grecque, c'est 33 000 personnes, 540 aéronefs, 155 F-16, 44 Mirage 2000 et 33 F-4. Donc si on regarde en termes de génération, ça vous fait à peu près 200 avions plutôt Omnirone modernes pour les Grecs et ça vous fait 250 pour les Turcs, plus si on rajoute les F4, mais vous voyez donc l'armée de l'air turque est clairement une des plus grosses armées de l'OTAN. C'est une très grosse armée qui a également de l'expérience récente avec, en combat aérien, 2 kills comme on dit, 2 victoires aériennes sur des Sukhoi 24 syriens. C'était le 1er mars 2020 abattu par justement des F-16 dans le nord-ouest de la Syrie. En 2015, si on remonte un petit peu, il y a eu un autre kill, encore une fois, contre du Sukhoi 24M, mais cette fois pas syrien, russe, plus chaud d'un point de vue politique, où un F-16 a abattu un Sukhoi 24M qui avait franchi pendant 17 secondes la frontière turque, a fait plusieurs sommations et l'a abattu avec un missile Fox 2, donc un senseur passif infrarouge. Petite chose à noter qui n'est pas forcément connue, il semblerait que lors des opérations de secours, eh bien, un hélicoptère de secours russe ait été détruit au sol également. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'armée turque. À noter qu'il participe aux exercices NTM, les NATO Tiger Meet. J'ai eu la chance de participer en 2016 et en 2017 au Tiger Meet. De ce que j'en ai vu, les pilotes turcs comme les pilotes grecs étaient extrêmement professionnels, ils faisaient bien leur travail. Les Grecs ont gagné plusieurs fois le trophée de la meilleure unité. C'est à noter, et les Turcs, de ce que j'en ai vu, sont des pilotes très professionnels. Je n'avais absolument rien remarqué de particulier. Ce qui veut dire, comme on dit chez les Américains, que ce sont de bons quiet professionals, des professionnels discrets, des aviateurs qui font le job tout simplement. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va regarder la vidéo sans que je parle. À noter, ce qui est difficile, c'est que ce sont une succession de petits extraits, ce qui rend assez, pas pénible, mais presque assez difficile de suivre tout ça, et surtout c'est extrêmement compliqué de le commenter. Pourquoi? Parce qu'on manque de contexte. Sans contexte, c'est extrêmement dur de pouvoir communiquer une interception. Néanmoins, eh bien, je vais vous dire un petit peu ce qu'on voit dans les images et tout ça, mais d'abord, images. Là. 6 milde boz kollarımız Kartal. Şu an seviyemiz 1-5-0 hocam. Tamam hocam, ben arkasındayım. Tamam, takip ediyorum. Altitude. Arkadakine full engellesin, defensif değilim. Ama öndekine çakabilirim. Bingo. Gazi Hançer 67 VID sonucu 2 uzun 2 kısa droplu F-16 mutabık blok 52 plus görünüyor. 52 plus alanda takibe devam ediyoruz. 67. Peki hocam, ben sizin becinizde öndeki ekip olarak devam ediyorum diyeceğim. Sağ taraf. Anlaşıldı. Liderleri manevra. Üstten kat ediyorum.
Ok, donc comme vous avez vu, il y a pas mal d'ambiance, hein, effectivement. Eh bien, c'est parti, on va commenter un petit peu tout ça. On va commencer par les premières images, forcément. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un head-up display, c'est la caméra qui est devant, ce sont les informations qui sont devant. Qu'est-ce qu'on a comme information? Eh bien, 32 660 pieds, c'est l'altitude à peu près d'un avion digne. Une vitesse déjà assez faible, hein, enfin, comme de l'énergie pour cette altitude-là, mais c'est pas, on n'arrive pas à supersonique. Donc c'est filmé depuis un F-16 turc. Un mode simulé, qui veut dire que tout son armement est en mode simulé. Pour pouvoir ouvrir le feu, il faut être en mode réel et non pas simulé, qui vous permet de vous entraîner. Une fois que vous êtes en mode réel, il faut soulever le Master Arm, qui est la sécurité armement, et ensuite vous pouvez commencer à tirer. Donc on voit qu'en termes de règles d'engagement, en termes d'intensité, eh bien toutes les précautions sont prises pour qu'un obus ou un missile ne parte pas par inadvertance. Donc ce sont sûrement des consignes qui viennent de l'état-major, ou en tout cas des escadrons, de bon sens. On ne détecte pas de volonté d'escalade, et de manière générale dans cette vidéo, moi ce qui m'a impressionné, je vous le dis tout de suite, comme ça si vous trouvez que je parle trop, au moins vous avez l'info, c'est le professionnalisme des deux côtés. Je m'attendais à ce qu'on voit dans la presse, à ce qu'on entend, que la tension soit beaucoup plus forte. Or, j'ai trouvé un comportement très pro de la part des Turcs lors de leurs interceptions, avec des postures et des géométries agressives, offensif, clairement, hein, les Turcs sont clairement montrés offensifs pendant toute la vidéo, mais professionnels à des distances cohérentes, et les Grecs, très passifs, se laissant intercepter, n'essayant pas d'augmenter la tension globale, et quand ils sentent les Turcs un peu trop près, un peu plus manœuvrant, de manière à gêner les Turcs un petit peu en punition. Donc on voit qu'il y a un niveau d'échange, un niveau d'agressivité plutôt bas qui est autorisé. Quand ça commence à monter un petit peu, voilà, c'est très professionnel. Moi, franchement, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que c'est conduit de manière très professionnelle, en tout cas pour l'instant, et sur ces vidéos. Mais c'est parti, donc 32 000 pieds, ça c'est une conduite de tir canon. Pourquoi ça fait ça? Parce que l'avion est en train de tirer du facteur de charge. Si vous tirez des obus, ça vous dit que vos obus, ils vont partir par là à cause de la force, à cause de leur poids et de la gravité. Et voilà, donc c'est parti, ça vole. Ça, autour de la cible, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un accrochage radar. Donc accrocher radar, déjà c'est un petit peu agressif quand même. Faut pas aller beaucoup plus loin. Vous pouvez accrocher quelqu'un à radar, il saura que vous êtes accroché, et fonction des radars, des types de radars, et là je rentre pas dans les détails parce que ça dépend du modèle utilisé, et puis après c'est un peu complexe, mais vous pouvez avoir des conduites de tir un peu différentes et des messages différents. Vous avez peut-être vu dans les informations avec une frégate turque qui a accroché en conduite de tir une frégate française. Voilà, normalement ce sont des choses qu'on fait pas trop parce que c'est extrêmement agressif. Donc là il a accroché radar. Ce qu'on voit là, c'est un repère visuel pour estimer sa distance, et cette petite flèche ici, c'est une aide pour dire au pilote, et dans quelques secondes, bien, tu seras à cette distance-là. Ça prend en compte la vitesse de rapprochement que vous voyez ici en nœuds, donc vous faites x2 moins 10% à peu près. Donc là on a 120 nœuds de rapprochement, à peu près 200 km/h, ce qui veut dire que dans quelques secondes on sera là et ça va se rapprocher. Donc c'est que vous êtes en train de vous rapprocher très rapidement de l'adversaire. C'est là pour vous éviter en fait de trop vous rapprocher et de percuter l'autre, ou alors de faire un overshoot par mauvaise gestion d'énergie. Donc là on voit que ça se rapproche. En termes de bande son, clairement il y a les missiles infrarouges, les Fox 2 qui ont abattu les Sukhoi il y a quelques années, eh bien, qui sont bien accrochés. Donc il y a clairement possibilité là d'ouvrir le feu avec un missile, un Sidewinder, c'est ce type de missile. Je vous renvoie vers mes vidéos sur les missiles, j'ai toute une chaîne, toute une playlist là-dessus si ça vous intéresse. Et donc là il y a clairement possibilité d'ouvrir le feu et d'abattre l'autre avion pour le pilote grec, rien à dire là-dessus. Il va se rapprocher. Et alors qu'il se rapproche plus, vous voyez, il lève le nez. Donc c'est pour ça que je dis c'est très professionnel, il vient pas se rapprocher bêtement, il va rester derrière, il va rester offensif derrière, il va pas venir trop proche. En tout cas dans cette phase-là qui nous est montrée. En bas on dirait que c'est l'heure, mais je sais pas quel avion et qui. Donc c'est dur de recréer exactement les événements, et je cherche pas à le faire parce que de toute façon, il va me manquer les informations. Je sais pas où c'est, je sais pas les forces en présence, je ne sais pas tout. Donc à partir de là, je préfère juste faire un commentaire des images. Derrière, je vous parlerai un petit peu de ce qui se dit à la radio, et derrière, je vous parlerai de tactique plus générale. Donc là, vous voyez qu'on est à 27 000 pieds. Voilà, on a un F-16 apparemment grec. Alors comment on peut savoir que c'est un grec?
Au niveau de l'antenne GPS derrière, les F-16 grecs ont souvent une sorte de petits ronds de récepteurs GPS gris que n'ont pas les Turcs. Ceux sur les Turcs sont de couleurs différentes. Et donc il semblerait, j'ai mis il semblerait parce que je vais pas passer des heures, c'est pas mon métier, d'essayer d'authentifier ces images, mais il semblerait effectivement que ça soit du grec. Donc pour moi ça me paraît très cohérent. Donc là on voit qu'il se rapproche, deuxième passe de tir si on peut dire, si on voulait dire est-ce qu'elle est valide, pas valide, elle n'est pas tout à fait valide à cause justement de la clôture, mais encore une fois il n'est pas là pour essayer de prouver qu'il peut le tuer, là tout le monde sait dans le métier qu'il est dans une position où il peut le massacrer, il n'y a aucun souci, il est là pour faire des images, montrer qu'il est très offensif et gêner l'F-16 qu'il a intercepté s'il a besoin. Et ça je vous explique un peu après pourquoi. Mais là en termes de réaction, vous voyez qu'on est plutôt haute altitude, dans du virage, avec une attitude pareille, cet avion, s'il se sentait menacé ou autre, il pourrait réagir, il pourrait partir vers le bas, ce qui pourrait être vu comme un acte hostile ou, de la part de l'avion qui intercepte. Donc voilà, il reste professionnel. On est soit sur de la ligne droite pour les avions grecs, soit sur du virage léger jusqu'à ce que ça vienne trop près où ça break un petit peu. Mais on est de manière générale dans de la géométrie très passive. Un point intéressant juste là, je ne sais pas ce que c'est, ici là, ici là il y a quelque chose. On est quand même à 25 000 pieds, et ça, il y a quelque chose dur à dire, soit loin dans la mer, soit en l'air, je ne sais pas, mais c'est un petit point à noter. Ok, donc là on est sur d'autres images, on est beaucoup plus bas, on était en haute altitude tout à l'heure, maintenant on est en ce qu'on appelle en moyenne altitude, 11 000 pieds, toujours une parfaite position de tir. Donc voilà, donc là vous voyez il a réduit sa clôture, pareil, donc là il est très bien, ses obus iraient soit ici soit là pour vous donner une idée, donc là il peut facilement avoir un tir valide d'obus. Regardez, il va gentiment se rapprocher, voilà, donc ça c'est très propre, c'est presque une méthode qu'on utilise au champ de tir. Donc là c'est très très propre, ça ressemble presque à du tir sur cible tracté tellement c'est propre. Vous voyez le F-16 n'essaie pas de se défendre, il est en virage, voilà, il gêne un petit peu, mais il n'y a pas ce petit supplément d'âme qui fait qu'il y croit vraiment. Il est plus là en train de faire son virage ou autre, mais ça n'enlève absolument rien, il veut pas se battre, l'autre a le droit de se battre, hein. Ça n'enlève absolument rien au fait que le Turc est dans une position parfaite et que là on va clairement vers un tir canon. Alors il va pas jusqu'au tir canon, pourquoi? Parce que il se rapproche pas mal, vous allez voir. Voilà, ça y est, là il l'a. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit que le F-16, il a mis un petit peu de temps, il se rapproche pas mal du coup. Là on voit que le F-16 a des bidons. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les Turcs avaient des ravitailleurs, mais à ma connaissance, et je dis bien à ma connaissance, je suis resté en source ouverte ce que j'ai trouvé, les Grecs n'ont pas de capacité de ravitaillement, même s'ils ont des capacités d'AWACS avec des Embraer R99. Donc là on voit que voilà, l'avion est venu avec des bidons, les bidons impactent la capacité de manœuvre de l'aéronef, les bidons n'ont pas été largués. En vrai cas de guerre, il aurait largué les bidons, rappelez-vous les P-51 au-dessus de l'Allemagne, mais là clairement il a gardé ses bidons, il est en train de virer, et là on a un tir valide qui détruirait l'aile sur ce F-16, donc rien à dire là-dessus. Par contre il se rapproche pas mal là. Il se rapproche pas mal, faut pas se rapprocher plus, on va dire tant pis. Mais vous voyez, le F-16, lui, a continué sur sa trajectoire, n'a pas essayé de faire ce qu'on appelle du jink, donc n'a pas cherché à se défendre face à cette passe qu'il savait médiatique canon. Donc c'est à noter également. C'est assez différent de la situation, on a eu le F-16 contre le Mirage 2000, où on a clairement vu que le F-16, oh mon dieu, je me suis fait coiffer, réagissait très fort. Là, on est dans les images qu'on voit face à des trajectoires très stables, qui ne cherchent pas vraiment à se battre. C'est la grosse différence. Et j'ai pas de parti pris, hein. Je couche pas avec un côté ou l'autre, et j'ai aucun sponsor d'un côté ou de l'autre, même aucun client d'un côté ou de l'autre. Donc clairement, je vous dis moi ce que je vois, et c'est pour ça que je vous dis que le sentiment que j'en ai, c'est presque, je suis content parce que je vois que voilà, ils sont pas en train d'essayer de se renifler de manière ultra agressive. Ça reste proche, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais là clairement. Il n'est pas en train de jinker, tirer des flares ou autre, c'est pas la guerre. Donc là on est sur une autre prise de vue, encore une fois dans les 9000 pieds, et là on a une très belle passe, canon.
Voilà, paf. Alors là, c'est en plein sur le cockpit. Très belle passe canon, très belle arrivée. C'est pour ça que lui, c'est très pro. Hein. Sa trajectoire au pilote turc est très pro. Le comportement du F-16 qui est dans le viseur est identique à celui d'une cible en combat aérien. Donc là, il a clairement servi de cible. Pourquoi? Parce que ses consignes n'étaient pas forcément de se battre. Peut-être qu'il fait un autre type de mission, on ne sait pas. Tout simplement, on ne sait pas. Mais là, d'un point de vue géométrique, d'un point de vue passe de tir, très propre de la part du Turc, il n'y a rien à dire. C'est même sûrement un pilote expérimenté, c'est ce qu'il a fait, c'est très propre. D'ailleurs, on voit, il est tout content. Là, on a une alarme fuel. Alors, le fuel, c'est le nerf de la guerre. Je vous l'ai dit juste avant. Pourquoi il a des bidons, à votre avis? Alors, si vous avez une zone à défendre, peut-être que vous allez mettre votre tanker à côté. Vous pouvez faire des retours. Sinon, là, eh bien, l'alarme fuel, cette panne fuel, en fait, c'est le bingo. C'est un niveau qu'il a réglé pour savoir qu'à ce niveau-là, il faut qu'il fasse telle action ou qu'il reste tant de pétrole. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a plus de fuel et qu'il faut qu'il rentre. Ça veut dire qu'il a atteint un niveau de fuel. Généralement, si c'est l'équipier, où le leader a dit « Je veux que tu me dises qu'il te reste tant de fuel parce que ça veut dire qu'on peut faire ci ou ça ». Donc c'est pour de l'aide à la prise de décision. Vous remarquerez quand même que c'est comme ça dans la vie et en aérien et de manière générale, ces alarmes arrivent toujours au moment où vous ne voulez pas. Donc là, ultra offensif, rien à dire. Ça permet accessoirement de faire de belles images du F-16 et de voir un petit peu ce qu'il a sous les ailes, tout ça. Donc vous voyez, si on veut commencer à rentrer vraiment dans les détails, ça va être une version moderne. Hein. C'est pas l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Donc là, vous voyez, c'est la seule fois vraiment où on voit un F-16 turc manœuvrer. Ils sont constants tout le long. Et là, bah voilà, c'est en train de tourner. On a 2G5, 3G, hein, c'est pas la guerre. Et là, je pense qu'il en a marre. Là, clairement, je pense que le grec, il en a marre. Et il y a l'avion qui est vraiment très proche à côté. Ça reste safe, mais par rapport à nos bulles temps de paix, il est à l'intérieur. Hein, pour vous donner une idée, il est à l'intérieur de la zone à laquelle on n'a pas le droit de rentrer normalement temps de paix. Et donc là, on voit que le grec, il lui dit gentiment, j'en ai marre. Et il vient incliner un peu plus et être légèrement, je parle de 20% d'agressivité de plus, légèrement plus agressif. Et tout de suite, dans la foulée, ça fait quoi? Vous voyez, il part vers le bas, et là, bah, ils nous ont coupé l'image, mais ça vient gêner la géométrie du F-16 qui est derrière, qui va devoir remettre un peu les ailes à plat pour se remettre derrière. Donc là, clairement, vous voyez, c'est là on voit que c'est très professionnel, c'est très fin, et c'est je te laisse faire jusqu'au moment où j'en ai marre, là, arrête. L'image d'après, on est à 5300 pieds. Voilà, donc c'est peut-être toujours la même, ça a l'air d'être peut-être, alors je vais juste regarder l'horaire. Non, vous voyez, en termes de timing, en termes de... Ouais, je sais pas trop. Là, on est sur du... C'est dur à dire avec l'heure et tout ça. Je pense quand même que c'était derrière, mais j'ai du mal à vous dire où. Voilà, donc voilà, je pense que derrière il y a du sûr. Alors là, c'est très intéressant. Très très intéressant. Pourquoi? Parce que je pense que ça, c'est de la jeunesse de tout. On arrive sur une trajectoire classique. On a un avion qui va être intercepté, qui est en ligne droite. Là, on a 26 000 pieds. On a de la vitesse. C'est pour ça que ça ressemble à une interception de début. Il y a de la vitesse. Et ça arrive en interception. Et là, il annonce VID. Donc, juste après, je vais vous expliquer un peu cap, sweep, interception, VID, Visual Notification. Ça, c'est clairement une VID et je pense que c'est le début. On voit donc que les Turcs sont venus intercepter des F-16 qui étaient en vol rectiligne horizontal, qui n'ont pas manœuvré, ce qui va, vous allez voir, apporter de l'eau à mon moulin, ce que je vous explique juste derrière. Son interception est très propre. De ce qu'on en voit, il vient pas se mettre à côté, il vient pas couper devant. Vous voyez, là maintenant il va faire des images. Donc il est vraiment sur le bord proche. Hein. On est d'accord là-dessus, mais bon, c'est connu dans cette zone-là. Il vient à côté, il est vraiment sur le bord proche. Et là maintenant on a un petit virage, mais vous voyez, c'est très léger de la part du grec. Il pourrait breaker le grec, faire quelque chose. Non, il se sait intercepter, il se laisse intercepter. Et après on reste sur des virages quand même assez souples. Et on voit qu'il y a du monde en l'air. Hein. Il y a d'autres aéronefs ici. Il y a encore d'autres aéronefs là. Il y a beaucoup de monde. Il semblerait que cet avion turc ait intercepté donc, différents avions qui étaient à la queue leu-leu. C'est ce qu'on a l'air de voir là. Il est venu chercher derrière, ce qui est logique. Quand vous venez intercepter des avions qui sont à queue leu-leu, vous venez plutôt vous rapprocher de l'arrière. Ça dépend de plein de choses. Pourquoi? Parce que vous venez intercepter celui de devant. Vous êtes dans le volume d'engagement des autres. Donc vous préférez souvent arriver par derrière. C'est du bon sens. Hein. Donc voilà pour la vidéo. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on apprend avec cette vidéo? On apprend que interception il y a eu, que professionnalisme il y a eu des deux côtés, que les F-16 turcs avaient en permanence lors de ces images des opportunités d'ouvrir le feu, que les Grecs ne sont pas vraiment
battus, qui n'ont pas vraiment réagi, qu'ils se sont laissés intercepter, que derrière, ils avaient peut-être une autre mission, mais qu'ils n'ont pas voulu faire monter l'escalade de tension, que tout le monde avait le pétrole en tête, et voilà à peu près ce qu'on peut savoir face à ça. Donc le gros point c'est ça, il n'y a eu pas de volonté d'escalader la violence. Regardez par rapport à d'autres combats qu'on a pu voir avant, ceux-là sont plus calmes, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment du combat, c'est un avion qui intercepte un autre et qui le suit, qui fait des passes canon dessus, jusqu'à ce qu'il en... L'avion intercepté en a un peu marre et sert un peu plus. C'est principalement ça que j'ai vu. À noter néanmoins, ça commence dans les 30 000 pieds, ça finit plutôt dans les 5 000 pieds. Il s'est passé des choses pendant ce vol. Pourquoi est-ce qu'on est descendu de 25 000 pieds? Est-ce qu'il y a des bateaux au sol? Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder des petites explications sur la mission de protection d'espace aérien, la mission de nettoyage d'espace aérien, la mission d'interception et ce qui vient rentrer en compte. J'ai fait tout ça vers les 2 h du matin, donc je vais pas faire preuve d'énormément de 3 dimensions, de software, tout ça, je vais faire ça à l'ancienne, mais ça va vous intéresser, j'en suis persuadé. Allez, fly safe. Bonjour à tous, et ce soir, eh bien, petite réaction à l'actualité, et pour vous expliquer un peu mieux tout ça, j'ai décidé de sortir les grands moyens, la haute technologie, les stylos. Donc mon setup est plutôt old school, ce que je vais vous apprendre est plutôt intéressant, donc si vous n'aimez pas la qualité de mon rendu 3D, eh bien c'est pas grave, des générations entières de pilotes de chasse ont réussi à le comprendre avec une feuille de papier ou un tableau blanc, je suis sûr que vous allez réussir. De quoi allons-nous parler? Dans un premier temps, de la mission de CAP. CAP, ça veut dire Combat Air Patrol, donc une patrouille aérienne de combat. CAP, VS, c'est-à-dire versus Sweep. Sweep, ça veut dire balayer, c'est en fait l'ennemi de la CAP. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, vous êtes pilote de chasse et on vous confie une zone de responsabilité d'une taille que je ne vous donnerai pas et on vous dit soit personne ne doit rentrer dans cette zone, ici, ou alors on vous dit dans ce coin de ta zone, là, j'ai des bateaux et je veux que personne ne survole ces bateaux. Pour ce faire, je te donne 2 F-16 et tu vas défendre cette zone. En plus, je vais également te donner un avion radar qui va tourner par là et tu auras un avion ravitailleur ici et on a des batteries côtières avec des radars ici. Et par exemple, on a notre batterie côtière qui a une portée qui fait ça. Donc si tu as un souci, tu peux toujours venir te cacher ici. On a des sites, des SAM, Surface to Air Missiles. Ok. Là, tu dis super, combien de temps il faut que je tienne? Il faut que tu tiennes 90 minutes. D'accord? Donc vous avez calculé votre fuel, vous allez sûrement prendre des bidons supplémentaires, voir la distance pour aller sur zone, demander OK, qui est avant, qui est après. Bah, toutes les 90 minutes, c'est une patrouille différente qui se relaie. OK, très bien. Eh bien moi, je vais décider de mettre ma patrouille, comme on dit, en contra-rotatif. Voilà. Donc ça va gentiment tourner. Entre mes 2 avions, j'aurai une certaine distance que je ne vous donnerai pas. L'altitude, je vais la faire fonction de mon type d'aéronef, de la météo, de plein de choses, mais c'est généralement pas de la basse altitude parce qu'on consomme plus, ni de la très haute altitude parce que en très haute altitude, vos rayons de virage sont énormes et vous perdez beaucoup de temps en virage. Donc vous allez vous retrouver à tourner comme ça. Et quand une personne est hot, eh bien là, son radar tourné vers là où doit arriver la menace. Quand elle est dès qu'elle passe cold, quelqu'un passe hot et comme ça, vous avez en permanence un radar qui regarde devant. Voilà, c'est simple. Une autre méthode, ça serait de tourner ensemble. Alors, hop, vous tournez tous les deux ensemble. Et comme ça, vous avez une cohésion de patrouille. Si par exemple on a 4 avions, on peut tourner en 2+2, ou on peut se séparer partout. Bref, il y a autant de méthodes que de leaders. C'est pas l'idée aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est quoi? C'est vous protégez votre zone. Et là, l'adversaire, et là on est en temps de crise, hein, vous envoie une patrouille de 2. Haha! La patrouille de 2 arrive, elle est détectée. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, là, généralement, comme on disait, alors c'est rien, c'est plutôt contre l'armée de l'air. Il y a une expression, c'est il y a la bonne méthode et la méthode de l'école de l'air. Mais ça c'était pour la blague à 1 h du matin. Sérieusement, donc là il y a plein de solutions, ça dépend de la situation tactique. Mais soit vous gardez votre cohérence de patrouille, vous y allez à 2, soit vous vous dites, moi je veux vraiment les intercepter, je vais mettre un avion à l'est, un avion à l'ouest, et je vais mettre de la distance entre mes 2 aéronefs, et je vais créer ce qui s'appelle un bracket. Si vous avez vu le film Tenet, il parle de bracket en temps, nous c'est de la bracket en géométrie. Et pourquoi on fait ça? Parce que si mes avions là, ils évoluent dans ce sens-là,
et que moi j'avais mis mes deux assets à droite, eh bien d'un point de vue géométrique et vitesse, je vais avoir du mal à les attraper. Si par contre je me suis séparé comme ça, c'est plus robuste. S'ils partent à gauche, j'ai un avion qui peut y aller. Ils partent à droite, j'ai un avion qui peut y aller. Ils restent au milieu, j'ai mes deux avions qui peuvent y aller. C'est robuste, c'est efficace. Et qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Eh bien, en temps de paix, on va vouloir faire ce qu'on appelle une VID, Visual Identification. Donc, dans 90% du temps, on voudra faire ça. Pourquoi? Parce que vous voulez aller au contact, voir ce que c'est et surtout leur montrer que vous êtes là, que c'est votre zone et qu'ils ne sont pas les bienvenus. Si vous restez à distance, vous ne pouvez pas en rester à 40 km, 50 km, vous pouvez tourner, bouger votre patrouille de manière à toujours les surveiller, jamais vous rapprocher. C'est une technique aussi, mais on va dire le message est moins fort. C'est plus intéressant souvent de venir au contact, on vous demande d'aller les voir au contact. Donc l'objectif final, c'est quoi? C'est d'avoir, par exemple, même s'ils se séparent, les deux avions rouges qui sont dans votre zone, mais vous, vous êtes en position de tir sur eux. Alors qu'est-ce qui va se passer du côté des rouges quand vous allez arriver sur eux? Eh bien, généralement, ils vont réagir. Donc ils ne vont pas forcément réagir comme en temps de guerre, parce que ça pourrait être perçu comme ce qu'on appelle un hostile act, un acte hostile qui pourrait vous emmener à ouvrir le feu. Normalement, vous avez des règles d'engagement, ce qu'on appelle les ROIs, Rules of Engagement, qui sont extrêmement précises et qui, dans des situations comme ce qu'on peut voir en Méditerranée en ce moment, vous disent généralement que vous avez droit au SD, c'est le Safe Defense. Donc si on vous tire dessus, vous avez le droit de répondre. Mais ça s'arrête là. Ça se trouve même, ils n'ont pas le droit en ce moment pour éviter une escalade. Je ne sais pas. Je n'ai pas été dans ce cas-là, donc je ne saurais pas vous dire. Donc il y a des règles très strictes. En plus, quand on s'entraîne, on a des TR, les Training Rules, des règles d'entraînement. Là, vous vous doutez bien, quand vous avez deux nations qui cherchent un petit peu, il n'y a pas vraiment de règles d'entraînement. Néanmoins, il peut y avoir des contraintes données par les escadrons à chaque fois. Donc, on se retrouve avec des avions qui vont intercepter d'autres avions, le tout dans une, on va dire, bulle visuelle. On parle de quelques centaines de mètres. Hein. C'est génial d'avoir des avions furtifs. Hein. Mais là, vous voyez, la guerre moderne, on se rapproche. On se rapproche et on vient se renifler. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas grand-chose, en fait. Parce que l'avion rouge, imaginons, il a pour mission de venir faire des photos des bateaux qui sont là. Il va faire quoi? Ben, il va aller vers les bateaux, voire même il va y aller direct. Il va tracer direct vers les bateaux. Vous allez l'intercepter. Et qu'est-ce que vous allez faire? Hein, je vous fais un dessin un peu plus propre en dessous. Très sérieusement, posez-vous cette question. Je vous ai donné pour objectif de défendre le magnifique bateau qui est ici. Vous avez un avion rouge, une patrouille de deux avions rouges qui est là, une patrouille de deux avions rouges qui est ici, et les deux font ça, regardez, ils se rapprochent gentiment, paf paf, et décident d'aller survoler. Et vous avez vos deux avions qui tournaient initialement ici, vous allez faire quoi? Au début, vous allez peut-être envoyer un avion vers eux, ensuite vous allez rassembler, et après vous allez les accompagner, et vous allez rester à côté d'eux, en position de tir, jusqu'au survol. Est-ce que vous allez pouvoir empêcher le survol? Et bien, si vous ne voulez pas rentrer dans votre adversaire, si vous ne voulez pas ouvrir le feu, ça va être très très compliqué. Posez-vous cette question, vous êtes sur l'autoroute, vous êtes en train de conduire votre voiture, vous interceptez la voiture d'un ami ou autre qui est à côté et vous voulez l'empêcher d'atteindre sa destination. Comment est-ce que vous faites? Ben, ça ne va pas être facile. Ben, c'est exactement la même chose, sauf qu'on fait ça, regardez les vidéos, hein, entre 300 et 600 nœuds. Je vous rappelle une petite formule. Donc c'est pas facile, et surtout, généralement ce qui se passe en ce moment, puisque justement ils n'ont pas forcément de choses à survoler ou autre, et bien au moment de l'interception, les rouges et les bleus se cherchent, bougent pas mal, sauf que qu'est-ce qui se passe quand tout le monde manœuvre à 3-4G? On vient mettre pleine puissance au niveau de la post-combustion, on vient utiliser beaucoup de pétrole, et du coup après on se retrouve avec des petites alarmes qui sont des alarmes d'ordre joker ou bingo. Alors qu'est-ce que c'est que le joker et le bingo? C'est un rapport direct au fuel. Le joker, ça a été briefé à l'avance, c'est que vous êtes à... Alors chaque pays a un peu ses spécificités, mais pour faire ça un bingo plus quelques minutes, il vous reste peut-être 2 minutes de combat avant de devoir être au bingo. Et généralement au bingo, il faut penser à rentrer, penser au RTB, Return to Base, ou alors aller sur le tanker, aller sur l'avion ravitailleur pour reprendre du pétrole. Donc on se retrouve, on s'intercepte, et après, bon bah voilà, tout le monde s'est vu, tout le monde s'est tourné autour, et chacun repart chez soi. Super. Donc c'est à peu près à ça que ça peut ressembler, une mission de cap versus sweep, en temps de paix, où on n'a pas le droit de s'engager. Donc vous voyez, encore une fois, pensez à cette image, vous êtes sur la voiture, vous êtes sur votre voiture, quelqu'un vient sur votre route, vous avez décidé que c'était votre route nationale, c'est vous qui descendez en Provence et personne d'autre. Comment est-ce que vous faites pour ne pas écraser les autres?
Je vous laisse regarder ce qui s'est passé en Syrie entre les Russes et les Américains. Il y a d'ailleurs eu 5 blessés, ils ont fait un remake de Mad Max, mais c'est exactement la même chose. Si vous voulez empêcher quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il y ait de la casse. Donc il faut faire très attention à ça, surtout que à l'intérieur des avions, là, des fois on a du personnel qui a 23, 24, 25 ans, jeune lieutenant, première mission un peu tendue. Donc vous avez des niveaux très hétéroclites, ça se trouve en face on a quelqu'un qui a 45 ans et 3000 heures de vol. Donc il faut faire très attention à ça, et en tant qu'état-major, vous voulez faire très attention aux règles d'engagement que vous donnez et aux consignes que vous donnez à vos équipages pour éviter une escalade. Ça c'est le cap versus sweep. Je partage avec vous un autre type de mission. Vous avez une île avec une piste, peut-être, voilà. Donc, si c'est juste une île au milieu de la mer Jolie, vous avez légalement droit à 12 nautiques, une vingtaine de kilomètres d'eau territoriale. Donc ça, c'est chez vous. Si quelqu'un rentre, il est en tort. Et là, vous voyez arriver, tada, 3, 4, 5, allez, 6 avions. 6 avions qui foncent vers chez vous. Ils ont le droit, hein. Il n'y a rien qui les interdit de se balader même à 60 km de chez vous. Vous décidez de faire décoller la chasse. Vous faites décoller une patrouille de 2. Et là, elle va faire quoi, la patrouille de 2 ? Elle va sûrement partir en interception. Une interception. Voilà. Donc une interception, c'est assez courant. Vous entendez parler d'interception d'avions russes qui ont lieu en mer. Il n'y a aucun souci de réglementation en fait. Et donc là, vous envoyez vos avions vers les autres. Et là, généralement, ça fonce direct. L'objectif, c'est quoi? C'est de venir les accompagner et de dire, bah, regardez, on est là. Et normalement, les rouges ne sont pas censés passer chez vous. Si les rouges passent chez vous, qu'on n'a pas du rouge à l'intérieur du territoire bleu, bah, dans ce cas-là, ce que vous voulez, hein, c'est avoir un avion bleu qui soit en position de tir. Ok, tu viens chez moi, mais si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, je t'abats. Maintenant, légalement, si vous ouvrez le feu, bah, ça pose des petits soucis. Normalement, il y a des sommations avant. Je vais juste revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a un petit point que je voudrais partager avec vous. Je dois défendre une zone en mer dans laquelle j'ai des bateaux. Et sur ces bateaux, j'ai peut-être 3 bateaux de guerre, un bateau civil. Voilà. Toute ressemblance avec une situation actuelle serait fortuite. Et là, eh bien, comment je fais pour m'assurer, par exemple, que dans cette zone-là, personne ne vienne? Haha, vous avez 3 heures. Non, je rigole, le bac c'était... Si, pas besoin de passer l'examen, je crois, cette année. Plus sérieusement, comment est-ce que vous faites? Vous pouvez décréter, vous pouvez dire au monde entier que dans cette zone-là, vous exercez une opération d'entraînement de tir réel maritime. Ça veut dire que vous prévenez tout le monde, hein, vous êtes sympa. Et ici, j'ai des navires de guerre, c'est la mer Jolie, c'est mon droit. Nous allons effectuer des tirs réels. Attention, si vous rentrez dans cette zone, c'est à vos risques et périls, j'ai de l'armement réel en vol. C'est pas malin ça? C'est malin, hein. Maintenant imaginez, j'ai ma patrouille qui tourne là, et vous êtes là, et vous, votre but c'est d'empêcher que des gens viennent se mettre en danger dans votre zone d'entraînement. Donc maintenant vous avez une patrouille qui arrive, tata, nous on arrive, nous on a vraiment envie de faire des photos, de voir ce qui se passe par ici. Et là vous dites, mais non malheureux, regardez ce qui se passe, il y a une zone d'entraînement, vous ne devriez pas rester. Franchement les gars, vous ne devriez pas rester. Et là maintenant, imaginez les mecs qui vont, vous êtes là, vous dites, mais non, on n'y va pas, c'est super dangereux, on a des tirs en cours qu'on ne maîtrise pas. Et là, il y a un mec qui rentre, et boum, il s'en prend un. À votre avis, d'un point de vue politique, ça passe mieux ou ça passe moins bien que ce cas-là? Voilà, vous avez tout compris. Alors, j'ai pas fait l'école de guerre, mais je pense que je vous ai donné quand même quelques petites clés de réflexion et de compréhension de ce qui se passe à l'heure actuelle en Méditerranée. Allez, fly safe. Donc voilà, maintenant vous savez tout. On a parlé un petit peu de l'armée de l'air turque, qui est une des plus grandes armées de l'OTAN. Nous avons parlé ensuite un petit peu de la vidéo et du professionnalisme mis en œuvre par les deux côtés, des opportunités de tir incontestables du côté turc, rien à dire, que c'était très propre. Ensuite, nous avons parlé des réactions des Grecs qui se sont clairement laissés intercepter, très propre aussi. Et derrière, un petit peu de combat air patrol, de sweep, d'interception, de training rules, de rules of engagement, de pétrole, toutes ces choses. Alors, vous voyez, ça peut être vite assez complexe, mais s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est ça. Vous êtes sur l'autoroute, vous êtes en train de conduire votre voiture, vous avez pour mission de garder votre route vide, des voitures rentrent sur votre autoroute, qu'est-ce que vous faites? Et là, vous vous rendez bien compte que vos capacités d'action, si vous ne voulez pas les taper ou forcer un accident, sont limitées. Donc, plus vous êtes tasqué, plus on vous demande jour après jour de protéger cette autoroute,
sans toucher les autres, plus le jour où vous risquez de rentrer dans les autres, que ça frotte, que ça tape, qu'il y a un accident ou quelqu'un se tire dessus, eh ben, la probabilité augmente. Je vous renvoie vers ma vidéo F-16 contre Mirage 2000 où j'explique un peu plus le côté géopolitique, mais vraiment global, avec plutôt même mythologique. Et je vous parle un petit peu des accidents qui ont eu lieu dans le passé. Ce qui est sûr, ce qui a continué à se renifler, à mettre du pétrole, des avions comme ça aussi proches les uns des autres, eh bien ça peut caler vers un éventuel problème un jour. Donc attention à ça. Et vous avez vu, tout le monde est très professionnel de chaque côté. Voilà, j'espère que ça vous a apporté un éclairage. Encore une fois, attention dans les commentaires, soyez sages s'il vous plaît. Et excellent week-end à vous. Demain, 14h45, on parle de double panne moteur au-dessus de l'Atlantique pour le débrief. Et croyez-moi, il y a 2-3 petits trucs intéressants normalement dans la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vais retourner à mes occupations. Donc, vous préparez d'autres choses. Allez, fly safe.